Oui, merci, chers camarades, de cette invitation. Je fais partie d'un parti politique qui s'appelle la Gauche républicaine et socialiste, et nous sommes aux côtés du Parti communiste dans de nombreuses batailles, celle pour les présidentielles avec Fabien Roussel et lors des élections législatives, puisque notre leader de parti, qui est Emmanuel Morel, qui co-anime avec moi, est membre du groupe communiste à l'Assemblée nationale française. Je vais vous dire un tout petit mot supplémentaire pour vous expliquer mon regard. J'ai été longtemps maire d'une commune de banlieue. J'ai fait beaucoup de mandats locaux, mais j'ai été, je crois, à peu près 20 ans, député européen. J'ai commencé la première fois en 1984. Et j'ai été vice-présidente du Parlement européen. Si je vous dis cela, c'est que vous comprendrez mieux peut-être mon manque d'optimisme béat sur la découverte d'avoir mis un commissaire au logement dans la nouvelle Commission européenne. Il y a beaucoup de gens qui disent « youpi, on a gagné ». Je dirais « essayons d'éviter le pire ». Et je vais vous expliquer pourquoi je dis cette formule un peu brutale. Évidemment, il faut construire l'Europe avec beaucoup de choses. Mais il ne faudrait pas que la construction de l'Europe soit, dans certains cas, des reculs pour ce qui se passe dans chacun des États membres. Tu as donné l'exemple des Néerlandais. C'est toi, camarade, qui as donné l'exemple. Mais qu'est-ce que la Commission européenne avait besoin d'aller considérer que les logements sociaux en Hollande, enfin en Pays-Bas, étaient trop ouverts à des catégories moyennes basses. Mais de quoi ils se plaignent? Il n'y a pas de marché européen du logement. Il y a une financiarisation globale. Ça, c'est un sujet. Mais si les Néerlandais décident que le logement public aidé par la puissance publique doit correspondre à tel type de public, mais de quoi on se mêle? Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça nous amène sur les combats d'aujourd'hui. Premier combat d'aujourd'hui, c'est que si on veut arrêter que le marché du logement soit la politique du logement, la première bataille, c'est d'imposer dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union le droit au logement pour tous soit affirmé comme un droit absolu. Ce qui permet à chaque État membre de pouvoir agir dans la régulation économique pour imposer ce droit. Or, on a mené cette bataille à l'époque. On l'a perdue. Qu'est-ce qu'ils nous ont proposé pour garder la Charte des droits fondamentaux? C'est les États membres ont le droit de combattre le sans-abrisme. C'est-à-dire, oui, la charité pour les très pauvres, qu'on n'arrive déjà pas à faire, puisque le sans-abrisme n'est même pas régulé, mais surtout pas des régulations publiques au nom du droit au logement qui permettent d'encadrer, de définir le cadre du marché. Donc ça, c'est une bataille importante à reprendre. Je sais bien que les chartes des droits fondamentaux ne pèsent pas lourd, mais au moins idéologiquement, ça donne du sens au combat de l'Europe. Les deuxièmes réalités qu'on a partout en Europe, c'est le logement est trop cher pour tous les citoyens, les plus en difficulté, les catégories populaires et les classes moyennes. Je ne parle pas des riches, ceux-là, ils se débrouillent toujours. Mais pour les classes moyennes, donc on a globalement une hausse des prix. Parce que les libéraux ne veulent pas qu'on régule les prix. Quand on regarde la raison de cette hausse des prix, il y a d'abord eu peu de pays qui ont régulé les loyers. Notre pays avait voté sous le gouvernement de Lionel Jospin, avait régulé l'idée de réguler les loyers. À peine des libéraux, parfois de gauche, ben aussi de droite, sont arrivés, qu'ils ont dit « Ah, ben vous pouvez réguler les loyers, mais seulement à titre expérimental, dans les villes qui veulent bien le faire. » Bon, il y a eu des villes comme Paris, comme Lille, comme Grenoble, qui l'ont fait, mais ça reste, entre guillemets, marginal. Donc, il faut se battre, nous, en tout cas, en France, c'est essentiel, pour la généralisation de la régulation des loyers, notamment dans tous les secteurs où il y a ce qu'on appelle des zones tendues, où le marché augmente fortement. Quand on regarde pourquoi les prix augmentent, en tout cas chez nous, mais on l'observe à peu près dans tous les pays,
c'est la valorisation du foncier qui explose. Les prix du foncier en France ont doublé en 10 ans. Et pas seulement à Paris. Dans le moindre petit village de France, c'est vrai aussi. Parce que l'attraction touristique, elle n'est pas nue qu'à Paris. Hein. Ils aiment bien dans le Gers manger du foie gras au bord de la mer, etc. Donc bref, il n'y a pas d'ailleurs que le tourisme. C'est un mécanisme spéculatif. Donc nous avons besoin de réguler les prix du foncier. Pendant longtemps, les libéraux nous ont dit il faut adapter l'offre à la demande. Et bien même quand on a construit beaucoup dans certaines villes, le foncier a continué à augmenter. Donc c'est un marché en soi, le foncier, qui doit être régulé. Et nous préconisons l'encadrement des prix du foncier, comme nous l'avons fait pour les loyers, c'est-à-dire dans les transactions, on a droit à une certaine profitabilité, il faut quand même que les gens placent leur argent, mais pas au-dessus d'un certain seuil. Oh, d'ailleurs, sur cette régulation du foncier, il y a des expériences qui existent un peu partout en Europe et que nous venons de lancer en France. La ville de Paris, d'ailleurs, s'y engage. C'est ce qu'on appelle ailleurs les communautés land trust et en France les offices de foncier solidaires et le BRS. Le système est simple, on dissocie le terrain, le foncier, de la construction dessus. C'est-à-dire quelqu'un qui veut acheter un logement, il achète le prix du logement construit et il verse une petite redevance parce que c'est des prêts long terme, etc. Et le grand intérêt, c'est pas seulement ça, et donc c'est moins cher pour celui qui acquiert, c'est que vous ne pouvez y loger que des gens sous plafond de ressources, c'est-à-dire à un certain niveau, et pas des riches, etc. Même des classes moyennes supérieures. Hein. C'est encadré, et en même temps, seuls des gens qui en font leur résidence principale. Ça ne peut pas, à terme, devenir une résidence secondaire. Et au changement du propriétaire, il est obligé de vendre à quelqu'un qui a des critères de ressources sous les plafonds de ressources. Donc on maintient ainsi durablement des espaces qui seront non spéculatifs dans le foncier. Mais ça ne suffira pas parce qu'il y a tout le reste qui existe déjà. Il faut donc réguler le foncier. La deuxième chose, c'est que la deuxième crise du logement qu'on voit, elle est d'ailleurs corrélée au fait que le logement est trop cher, c'est que nous manquons de logements, alors j'allais vous dire abordables. Oui, mais surtout, de logements sociaux. D'autant qu'en plus, chez nous, le logement social n'est pas, et ça c'est une volonté de notre modèle républicain, nous ne voulons pas que le logement social soit que pour les très pauvres, nous voulons que le logement social corresponde aux catégories populaires, moyennes, basses et les très pauvres. Parce que nous croyons à la force de la mixité sociale et de ne pas segmenter les logements par catégorie sociale. Et donc, nous avons massivement besoin de logements sociaux. En France, aujourd'hui, on a 5 millions de logements sociaux. On est parmi les pays de l'Union où il y en a beaucoup. Parce que dans notre pays, on a résisté, même sans grand mouvement social, mais on a quand même résisté à un mouvement que vous voyez partout en Europe, la vente des logements sociaux, et qui ont été une catastrophe. Et même quand les habitants de Berlin demandent que les logements redeviennent publics, enfin sociaux, ce que nous on appelle sociaux HLM chez nous, eh ben, ils ne le font pas. Hein. Donc nous avons résisté, nous en avons encore 5 millions, mais on nous a fait le même coup. On nous a dit vendez donc vos logements sociaux, et puis vous allez retrouver de l'argent qui vont vous permettre d'en construire d'autres. Équivalent de on vous finance plus des logements sociaux, débrouillez-vous en vendant vos logements. Eh bien, on l'a peu fait, je vous expliquerai pourquoi. Mais surtout, on nous avait dit, on vend un logement, vous allez en construire 2, mon œil, parce que le prix du logement a tellement augmenté, et le prix du foncier a tellement augmenté, que même ceux qui on en vend un petit peu des logements sociaux, eh ben, ils ne peuvent pas en construire autant, et surtout moins bien placés. Mais surtout, on a aujourd'hui 2,8 millions de foyers, non, de Français, non, de foyers, de fins de ménage qui demandent un logement social en France. 2,8 millions. Et partout, dans les métropoles, dans les banlieues, dans les centres-villes, dans les villages,
dans toutes ces zones qui ont été par exemple impactées par la désindustrialisation ou l'appauvrissement des gens, fait qu'ils ont besoin de ce logement social. Donc il faut construire ça. Et alors, on a un modèle français, honnêtement, que je crois, et d'ailleurs on vient souvent visiter, qui est le livret A, c'est-à-dire de l'épargne populaire qui est utilisée pour financer le logement social, grâce à la Caisse des dépôts et consignations. Je vous passe les détails techniques, mais on voit deux périls dans cette affaire, aujourd'hui avec l'Europe. Premier péril, le thème du logement dit abordable, qui finalement n'est plus du logement social. On passe d'un excès à l'autre. Trop hyper social, ce qui était supposé, et maintenant abordable. Sauf que abordable, ça veut dire un haut niveau de ressources, mais aussi une autre réalité. C'est que dans le logement social français, vous rentrez dans un logement, sauf cas extrême, vous y êtes tant que vous voulez. Donc il y a une durée, et le logement, il est durable, il reste social longtemps. Sauf que leur fameux logement abordable, qui nous disent « ah c'est bien, il y a des besoins, oui », sauf qu'ils vont les vendre au bout de 10 ou 15 ans. Et ils vont être vendus à n'importe qui, avec, si on ne régule pas les prix du foncier, une augmentation, ça va être un effet spéculatif. Donc on croit résoudre les problèmes, en fait on ne les résout pas dans la durée, si on ne met pas sur du logement social. Il faut impérativement garder le SIEG et ne pas tomber dans le bazar du pseudo-logement abordable. Parce que sinon, le gros de l'argent, eh ben, il ira vers le abordable haut et pas vers le social garanti. Donc moi, je vous mets en garde. Oui, on a besoin d'argent, mais je pense qu'on pourrait obtenir de l'argent européen, par exemple, pour financer des réserves foncières des collectivités locales ou de l'État pour construire du logement. On récupérerait la capacité à acheter du logement en réserve foncière. Je veux dire deuxième chose qui me paraît importante, c'est donc le SIEG, laisser les États membres à définir leur cadre de SIEG et ne pas se mêler, parce qu'aujourd'hui, et là j'abonde de ce que dit la camarade, on va nous faire le grand marché des capitaux et de l'épargne. Donc vous voyez notre livret A, la française, mais c'est vrai ailleurs, qui est ciblé pour aller vers le logement, et ben il va être un grand livret européen où on devra aller sur tous les marchés, etc. Donc très honnêtement, moi pour ma part, je plaide pour qu'on se mobilise pour autoriser, que l'Union européenne autorise la régulation des marchés par les États membres, qu'on définisse un SIEG extrêmement rigoureux, en tout cas défini par chaque État membre, et troisièmement, que s'il y a de l'argent à mettre en plus, ça doit être des fonds européens pour les économies d'énergie et les bouilloires, thermiques, hein, avec les canicules, et pour des réserves foncières pour les collectivités locales, pour reprendre la main sur le foncier. Je vais essayer de replacer le contexte actuel dans un contexte plus général, puisque finalement la question qui nous est posée, c'est de savoir les alternatives à, je cite, la guerre des droits de loi de Donald Trump. Et en fait, je m'inscris un peu en faux sur cette présentation, pour commencer, parce que il est faux de dire que la guerre commerciale a commencé avec Trump, c'est-à-dire en janvier dernier. La réalité, c'est que ça fait au moins 10 ans que les États-Unis ont tourné le dos au libre-échange, et ça fait 10 ans que l'Europe, l'Union européenne, s'aveugle sur le fait de vouloir revenir à la mondialisation néolibérale. On a l'impression que c'est un paradis perdu pour la Commission européenne, et qu'elle cherche à tout prix à revenir à ces politiques de libre-échange, d'ailleurs accompagnées bizarrement par la Chine, j'y reviendrai. Alors tout d'abord, oui, le contexte, si on prend un peu de recul historique, le contexte de libre-échange, ça fait longtemps qu'il est mort aux États-Unis, et on pourrait même remonter à 2002, puisqu'en 2002, déjà, George Bush Jr. avait introduit une taxe sur l'acier, alors qui n'a pas duré très longtemps, qui a été contestée à l'OMC. À l'époque, l'OMC fonctionnait,
là aussi je vais y revenir parce que l'OMC ne fonctionne plus aujourd'hui. Et puis ensuite, bon, c'était un épisode occasionnel. On a eu ensuite les mandats de Obama qui, malheureusement, lui était aussi très libre-échangiste, puisque c'est à ce moment-là qu'on a commencé à négocier des traités de libre-échange avec l'Union européenne, le fameux TAFTA. Et puis quand Trump est arrivé lors de son premier mandat en 2016, eh bien là il a profondément retourné, évidemment, la politique commerciale américaine, et lors de ce premier mandat, il a d'abord mis fin à tous les accords de libre-échange qui étaient en train de négocier. Il y a aussi l'accord de libre-échange avec l'Asie, il y avait l'accord transpacifique, transatlantique, et puis il a aussi renégocié l'ALENA, donc l'accord de libre-échange nord-américain avec le Mexique et le Canada. Mais il a fait aussi autre chose, qui est de refuser de nommer, à partir de 2018, les États-Unis ont refusé de nommer plus de juges dans l'organe de règlement des différends, l'ORD, qui est l'organe dans lequel sont jugés les conflits commerciaux à l'OMC. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du mandat de Trump, eh bien, lorsque Biden est arrivé au pouvoir, il a continué cette même politique. C'est-à-dire que les démocrates, en réalité, ne sont plus libre-échangistes aussi depuis Biden. Alors, d'abord parce que les États-Unis ont continué de refuser de nommer de nouveaux juges à l'OMC, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les conflits commerciaux qui sont portés devant l'OMC ne peuvent pas être résolus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'OMC en fait, n'a plus aucun effet de gouverner le libre-échange dans le monde. Mais par ailleurs, Biden a mené lui-même une politique protectionniste à coup de subventions dans l'économie verte. C'est ce qu'on appelle l'Inflation Reduction Act, qui a été voté en 2022 et qui est véritablement une mesure, enfin des mesures protectionnistes, puisque les productions de batteries électriques, par exemple, étaient subventionnées lorsqu'elles étaient localisées aux États-Unis pour le marché américain, et ça a conduit déjà les industriels européens à aller investir dans les outils de production aux États-Unis. En fait, si là aussi on prend encore plus de recul, eh bien il faut dire une chose, c'est que les États-Unis, et c'était un peu montré par les chiffres de Matteo tout à l'heure, ont toujours été très rares dans leur histoire, et ils ont été majoritairement protectionnistes. Il y a eu des phases libre-échangistes. Alors, j'ai parlé d'Obama tout à l'heure, en réalité la phase vraiment la plus néolibérale des États-Unis, c'est Clinton. En fait, c'est lui qui abroge la séparation, le Glass-Steagall Act, c'est-à-dire la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt, donc en 1999. Et c'est sous son mandat qu'on va avoir l'OMC, etc. Donc tout ce qu'a fait Bill Clinton était particulièrement en phase avec l'idéologie de la mondialisation néolibérale. Bon, Reagan aussi, par ailleurs, a été très libre-échangiste, sous l'influence de son conseiller qui était Milton Friedman. Mais si on va un peu plus loin dans l'histoire et qu'on prend la phase 1850-1950, voire 1960, eh bien les États-Unis, donc pendant plus d'un siècle, ont été protectionnistes. Et le protectionnisme, d'ailleurs, le protectionnisme fort, commence en 1861, à l'aube de la guerre de sécession, lorsque un député du Vermont, Justin Morrill, va imposer, parce qu'il est majoritaire au Congrès, il va imposer au président James Buchanan une loi de tarifs douaniers qui imposait des droits de douane d'environ 45%, donc bien supérieur à ceux de Trump aujourd'hui. Et ces droits de douane, en réalité, ils sont apparus parce qu'on avait à l'époque la révolution des transports qui baissait le coût du transport. Et donc, pour protéger leur industrie et leur développement économique, les Américains ont instauré des droits de douane, car considérés aujourd'hui sans doute comme prohibitifs, et en tout cas qui sont bien supérieurs à ceux que Trump peut mettre en place. Et au passage, je le rappelle, ça a été une des causes de la guerre de sécession, puisque les États du Sud esclavagistes étaient eux très favorables au libre-échange, puisqu'ils avaient besoin d'exporter leur coton à l'industrie européenne, et que, en fait, là aussi, l'idée sur laquelle la guerre de sécession est uniquement une affaire d'esclavage, de valeurs, etc., c'est aussi une affaire économique, c'est aussi un conflit sur la politique commerciale. Et ça montre aussi que les libre-échangistes ne sont pas toujours les plus libéraux au sens politique du terme. Bref, par ailleurs, à l'époque, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le libre-échange est une politique du Royaume-Uni, mise en place dans le cadre de sa politique de colonisation et d'influence dans le monde entier. L'un des premiers pays qui va signer un traité de libre-échange avec le Royaume-Uni, c'est la France, c'est sous le Napoléon III, donc là aussi pas vraiment un régime libéral, mais le Royaume-Uni va imposer des traités de libre-échange
qu'on appelle inégaux avec la Chine, va organiser aussi du libre-échange avec l'Inde qu'elle a colonisé, et cela va plonger des continents entiers dans la misère et dans la désindustrialisation, puisque les économies traditionnelles ne sont pas capables de faire face à l'industrie britannique à l'époque, notamment l'industrie textile. Et en fait, le libre-échange a été un outil de domination de l'Europe sur le monde, et un outil de déstructuration des économies, la Chine, l'Inde et beaucoup d'autres pays qui ont signé au XIXe siècle, parfois contraints et forcés, enfin très souvent d'ailleurs contraints et forcés, soit par la colonisation, soit par des accords inégaux, des traités de libre-échange avec les grandes puissances industrielles. Et d'ailleurs, c'est dans cette optique-là qu'il faut aussi voir le retour de la Chine dans le commerce international et sa stratégie d'influence par le libre-échange de la même façon que l'Europe, la Chine, a été à bonne école. Elle a bien appris comment est-ce qu'une économie pouvait être dévastée par l'influence du libre-échange. Ici, les guerres de l'opium et l'influence britannique et française. Je vous rappelle que la guerre de l'opium numéro 2, c'est aussi une expédition franco-britannique, donc la France a participé. Comment est-ce qu'aujourd'hui la Chine finalement réutilise ces pratiques par ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, c'est-à-dire qu'elle va parfois acheter des infrastructures portuaires en particulier, pour permettre à ces navires marchands d'aller coloniser, puisque c'est ce dont il s'agit. Il n'y a pas une colonisation au sens politique et militaire, mais une colonisation au sens économique. Les autres pays en voie de développement, souvent qui manquent justement d'infrastructures industrielles. Et donc le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, la Chine devient un grand promoteur du libre-échange avec l'Union européenne, puisqu'elles se font toutes les deux les promotrices d'une forme de retour en arrière, de retour à la mondialisation néolibérale, et qu'elles essayent de faire fléchir Trump, qui lui, on l'a vu tout à l'heure, veut maintenir les droits de douane en sens large, si on prend toute la fourchette, de 10 à 50%. Alors, les données dépendent des pays, dépendent aussi des secteurs. L'automobile est à 25%, l'acier et l'aluminium à 50%, mais tous sont supérieurs à 10%. Alors, face à cela, aujourd'hui, l'Union européenne est quand même assez divisée. On n'a pas véritablement, tout à l'heure, Frédéric parlait des réponses de l'Union européenne. Effectivement, il y a eu cette réponse, propose un accord de libre-échange avec Trump, mais sachant que ça n'a aucun sens, parce que Trump, finalement, en fait, ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est que le retour protectionniste des États-Unis est assez consensuel aux États-Unis. Donc il n'y aura pas de retour en arrière, il n'y aura pas de traité de libre-échange avec 0% de droits de douane face à l'Union européenne. Ça, c'est une illusion de le croire. Mais quand on regarde ensuite sur comment on négocie avec Trump, et qu'est-ce qu'on fait en termes de réponse à la stratégie protectionniste de Trump, eh bien, en fait, il n'y a pas vraiment de consensus en Europe, puisque certains pays ont beaucoup à perdre, et notamment, ça a été mentionné tout à l'heure, l'Europe est en excédent commercial avec le reste du monde de 250 milliards d'euros, à peu près. Et parmi ces pays, l'Allemagne a, avec son modèle exportateur, ce qu'a dit Matteo tout à l'heure, a besoin des marchés extérieurs. Et donc, évidemment, qui dit perte de débouchés extérieurs, dit forcément perte d'emploi, perte d'industrie. Et c'est tout le problème aujourd'hui de l'Europe, c'est qu'elle est en réalité dépendante des marchés extérieurs et qu'elle a besoin que les autres acceptent ces marchandises pour pouvoir donner du travail à ses propres salariés. Et le fond du problème, eh bien, c'est justement qu'elle n'a pas assez de demande interne. Je vais y venir parce que quand on parle de solution, eh bien c'est ça le souci, c'est qu'on demande aux salariés européens de travailler beaucoup et de consommer peu. Ça veut dire qu'une grande partie de leur travail, eh bien, en fait, est utilisée par d'autres et n'est pas utilisée pour financer les investissements auxquels on aurait besoin pour la transition climatique. Alors, au passage, ça a été aussi rappelé par Frédéric tout à l'heure, le Royaume-Uni, lui, a pu négocier un accord, c'est-à-dire qu'il est très souvent à 10%, c'est-à-dire au taux minimum, et qu'il y a des exemptions de tarifs douaniers pour certains, notamment pour l'automobile et l'aéronautique. Et ça aussi, ça devrait quand même nous faire réfléchir, parce qu'on nous a toujours dit le marché unique et l'Union européenne, c'est le garant d'avoir des bons accords, parce que plus on est gros, plus c'est facile de négocier des accords avec les autres puissances. Mais on voit bien que le Royaume-Uni, en étant sorti de l'Union européenne, gagne une marge de négociation que les pays individuels européens n'ont pas. Et en fait, il ne faut pas non plus oublier que le cœur du problème, c'est pas uniquement d'être gros, c'est aussi d'être cohérent, de savoir où on va et d'avoir une même stratégie. Or, l'Union européenne, comme elle a des économies nationales qui ont tous des besoins et des intérêts différents,
eh bien, elle n'arrive pas à s'entendre et donc à mener une stratégie. On ne sait pas quel accord sera finalement négocié et mis le 1er août, d'ailleurs. On ne sait même pas si ça va vraiment être le 1er août parce que ça change souvent, la deadline change souvent. Mais ce qui est certain, c'est que le Royaume-Uni, ils ont eu finalement plus de facilité seuls à négocier avec les États-Unis que, il me semble, l'Union européenne peut avoir. Alors, je vais m'acheminer vers la conclusion. Ces 12 minutes, c'est pas très long. Ok. Alors, quelle solution? D'abord, renoncer à revenir à la mondialisation néolibérale, ça me semble nécessaire. La mondialisation néolibérale, c'est dit tout à l'heure, c'est la concurrence des travailleurs entre eux. Ensuite, quelle réponse on peut donner face à Trump? D'abord, il ne faut pas jouer sur au même jeu, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils mettent des droits de douane qui correspondent à leurs besoins économiques que nous, il faut qu'on fasse la même chose, parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes dépendances vis-à-vis des États-Unis qu'ont vis-à-vis de l'Europe. Et je pense qu'il y a en fait un secteur où on est très dépendant, c'est le numérique. Et il faut mettre en place une stratégie numérique qui impose une régulation des sociétés américaines, des plateformes américaines, parce qu'aujourd'hui on est totalement dominé par ces plateformes et ça pose un problème de souveraineté et de dépendance vis-à-vis de nos données. Ça pose aussi un problème, on le sait, les plateformes et les réseaux sociaux posent aussi un problème démocratique. Il faut protéger nos enfants, il faut protéger la démocratie, il faut développer des NIA qui puissent être régulées et qui soient produites en Europe. Et ça veut dire bien ne pas accepter les oukases des administrations de Trump, puisque la première chose qu'on a fait quand Trump est arrivé au pouvoir, c'est de dire finalement on allait abandonner un certain nombre de régulations numériques. Non, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut, c'est une question de souveraineté européenne, développer nos propres systèmes numériques. Ensuite, les droits de douane, eh bien, au risque de choquer certains, je pense que les droits de douane généralisés dans le monde entier de 10 à 20%, c'est pas la mort. On ne parle pas des droits de douane à 50 ou 60% qui seraient prohibitifs. L'idée de préférer la production locale et de permettre aux autres pays aussi de préférer leur production locale à une production importée, c'est bon pour l'écologie, c'est bon pour les travailleurs, c'est bon pour la demande intérieure, c'était dit, et ça n'a aucun problème. Ça n'est pas les droits de douane à 10 à 20%, ça n'est pas de l'autarcie, ça n'est pas des murs infranchissables, c'est une cession régulée du commerce. En matière agricole, je pense qu'il faut avoir une préférence locale, et ça, chaque pays devrait avoir aussi des préférences locales, au sein de l'Union européenne, ce qui nécessiterait de changer un peu les règles du marché unique. Et enfin, j'en termine là. Eh bien, l'Union européenne doit renoncer à cette espèce de dogme qui est la libre circulation du capital. Parce qu'en fait, on a parlé de commerce. Évidemment, les biens et les services traversent les frontières. Mais en échange de ces biens et services, il y a des capitaux qui traversent les frontières aussi. Et quand on voit qu'on a quasiment 300 milliards d'épargne en Europe, 300 milliards d'épargne qui est les conséquences de la balance commerciale, on a vu tout à l'heure 230 milliards, plus la balance des revenus, eh bien tout ça fait 300 milliards d'épargne en Europe, qui va financer les investissements des autres puissances, des États-Unis, d'autres pays étrangers, au lieu de l'utiliser pour investir dans notre territoire. Et en fait, la réponse de l'Union européenne, c'est de dire, ah bien, il faut l'union des marchés de capitaux, c'est-à-dire européaniser toutes les règles de circulation de capital, c'est-à-dire que les États ne pourront plus décider des règles qui organisent l'épargne et l'investissement, et je pense qu'il faut au contraire dire, bien, il faut avoir des barrières pour la circulation de capital, de manière à conserver en Europe l'épargne des Européens et financer l'investissement des Européens. Et là aussi, le dogme de la libre circulation de capital, pour moi, il est la conséquence de la rupture du dogme de la libre circulation des biens et des services. Voilà, donc la gauche, eh bien, doit prendre l'opportunité, saisir l'opportunité qui nous est donnée actuellement, pour revenir sur les principes de mondialisation néolibérale, dire que ce n'est pas notre objectif, et que si on veut une société qui puisse mener des politiques sociales et écologiques progressistes, eh bien, il ne faut pas, ces politiques sont incompatibles avec le libre-échange, et donc nécessitent une régulation des capitaux et des marchandises. Merci. Merci David. Bon.